Afrique. Bonjour à tous, je suis Sika et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous vous embarquons pour 45 minutes de débat d'IBA. Ce numéro de votre émission Angle de vue lèvera tout à l'heure un coin de voile sur ce que d'aucuns qualifient de bouderie offensive des chefs d'État africains à l'encontre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des chefs d'État qui demandent expressément à prendre une part active au Conseil des Nations. En effet, l'Afrique, qui représente à elle seule 27% du total des États membres des Nations Unies, ne dispose à ce jour que de 3 sièges de membres non permanents au Conseil de sécurité. Un conseil composé de 10 membres non permanents et de 5 permanents. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France, de véritables puissances nucléaires dotées chacune d'un droit de veto. Depuis 2005, les pays africains, eux, réclament 2 sièges permanents avec droit de veto et au moins 2 sièges non permanents supplémentaires, mais sans suite favorable pour l'instant. À chaque grande rencontre internationale, la doléance est on ne peut plus persistante. L'Afrique et la gouvernance mondiale demandent 2 sièges permanents au sein de l'ONU, un impératif ou une exigence capricieuse. C'est la grosse interrogation qui, dans un premier temps, focalisera l'attention de nos invités du jour. Ils seront ensuite conviés à faire un détour au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Les poutistes du 16 septembre n'ont pas voulu désarmer de gré, mais au son de la canonnière, ils ont été contraints à le faire. Un assaut redoutable qui a fait craindre le pire entre poutistes du régiment de sécurité présidentielle et armées loyalistes. Mais à l'arrivée, plus de peur que de mal. Le désarmement a été opéré sans effusion de sang. Démantèlement du RSP, les germes de coup d'État anéantis à jamais au Burkina Faso. L'appréciation de nos invités, c'est dans quelques minutes, mais avant le départ, voici le flash d'information. En Guinée-Conakry, l'opposition réclame le report sans condition de la présidentielle pour, dit-elle, permettre la correction des anomalies constatées dans le processus électoral. À défaut, elle n'exclut pas de boycotter le scrutin du 11 octobre. En Côte d'Ivoire, pour la toute première fois, la société civile va déployer des observateurs pendant l'élection présidentielle du 25 octobre. L'annonce a été faite par la plateforme de la société civile pour l'organisation des élections, une coalition de 14 associations. Au Burkina Faso, le général Dindéré derrière les barreaux, les autorités compétentes ont démarré une série d'interpellations. Enquêtes, auditions et perquisitions sont en cours. Des procédures judiciaires ont par ailleurs été enclenchées. L'Afrique n'entend plus jouer les seconds rôles au niveau des instances internationales de prise de décision. À la tribune officielle de l'ONU, les chefs d'État africains présents à la 70e Assemblée générale des Nations Unies ont d'une seule et même voix clamé à l'unanimité donc l'attribution de sièges permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies aux pays africains. Un énième SOS après l'appel de Nice en 2005. Demande incessante de sièges permanents au sein de l'ONU. Un impératif ou une exigence capricieuse de la part des États africains. C'est le premier débat après ce générique. Sur ce plateau, en ma compagnie pour le décryptage de l'actualité sur le continent, 2 invités. Kinos Dosso, journaliste antenne, centre télévision Belgique et WDN TV Net auprès de l'Union européenne. Kinos Dosso, bonjour. Bonjour, Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. À ma droite, Maître Charles Badou, avocat au barreau de Cotonou au Bénin, spécialisé en droit des affaires administratives, criminelles et de l'homme. L'homme est très au fait de l'actualité internationale et africaine en l'occurrence. Maître Charles Badou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi. Il est inacceptable et injustifiable qu'un milliard d'Africains soient toujours exclus des membres permanents du Conseil. Les pays africains ne sont plus des colonies, mais des pays libres, indépendants et souverains. Ainsi parlait le président sud-africain Jacob Zuma à la tribune officielle des Nations Unies. Maître Charles Badou, votre appréciation.
L'appréciation est toute simple, elle est fondée. Tout à l'heure, la question se posait de savoir s'il s'agit d'une bouderie. Il est loin d'une bouderie. Elle est loin d'être une bouderie, cette préoccupation qui est de voir rééquilibrer et rétablir les choses. Nous ne sommes plus à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes au XXIe siècle, en 2015 plus précisément, et les choses ne peuvent pas rester figées dans l'état où elles étaient en 1945. Donc, c'est plus qu'une légitimité, c'est un impératif qui doit s'imposer aux divers pays et aux diverses puissances qui participent à la gestion du monde. Et l'Afrique ne peut pas être écartée de cette réalité-là. Nous faisons près de 1 milliard, vous avez dit tout à l'heure, 27% des pays membres de l'Organisation des Nations Unies sont des pays africains, et ça ne se justifie donc pas qu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique n'ait pas au moins un siège permanent. Okay. Dans cette même veine, le président sénégalais, à la même tribune, a laissé entendre qu'il y a du sens à élargir la composition du Conseil de sécurité pour qu'il reflète les nouvelles réalités de l'heure. Kinos Dossou, voyez-vous les chefs d'État africains dans des bottes de révolutionnaires au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies? Écoutez, je vais aller dans le sens de Maître Balou. En réalité, les Nations Unies ont été créées pour un peu pallier aux difficultés et surtout à l'organe même constitutif de la Société des Nations. Donc en 1945, quand les Nations Unies ont été constituées, c'était en quelque sorte une manière de récompenser les 5 puissances qui ont gagné la Deuxième Guerre, donc la guerre. Et à ce moment-là, les forces clés du moment, c'était évidemment la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Chine. Aujourd'hui, on assiste forcément à un changement radical, on va dire. Les décisions mondiales ne sont plus forcément je vais dire de la France ou des États-Unis. Il y a la Chine qui compte, il y a le Brésil, il y a d'autres pays émergents qui comptent. Et donc ces pays-là sont en train simplement de revendiquer ce qu'on peut qualifier un peu de droit naturel, on va dire, en quelque sorte, qui leur revient, puisque les orientations aujourd'hui nous permettent de dire que, par exemple, le droit de veto est devenu complètement antidémocratique. Ça est devenu un truc anachronique, le droit de veto, par exemple, hein, au point où, lors de la dernière session des Nations Unies, Obama a quand même essayé un peu de soulever le problème en disant que peut-être qu'un siège permanent pour l'Afrique serait le bienvenu, mais en même temps, c'est pas si facile que ça. C'est toute une question de procédure, c'est toute une question de réforme. Et aujourd'hui, quand on doit parler de grandes puissances, à part le côté démographique où nous allons faire 1 milliard, je ne vois pas encore vraiment d'État fort africain un peu pour gérer. Fort de quel point de vue? Je vais dire, nous sommes dans un village planétaire où le Conseil de sécurité est devenu l'organe le plus puissant. Et quand vous devez siéger dans un organe très puissant, vous devez être en quelque sorte aussi un tout petit peu puissant, que ce soit économiquement, politiquement. Donc quand on regarde un peu sur notre continent tout ce qui se passe dans divers pays, on se dit, est-ce que réellement nos États sont prêts à accepter justement, je ne dirais pas que c'est un fardeau, mais à accepter un peu ce poids de représenter tout un continent au sein du Conseil de sécurité. Certainement, on va y revenir tout au long du débat. Maître Charles Balou, la question se pose aussi à votre niveau, est-ce que les États africains sont vraiment prêts et surtout capables? Il y a des voix qui sont effectivement levées, comme Kinos vient de le souligner, à se demander si ces chefs d'État africains peuvent vraiment siéger et jouer pleinement leur partition. C'est une question qu'il faut se poser vraiment? Évitons de nous infantiliser. Souvenons-nous qu'en 1990, il s'est trouvé des gens pour dire que la démocratie est un luxe que l'Afrique ne peut pas s'offrir. Vous n'étiez pas d'accord avec cela? Je n'étais pas d'accord. La preuve en est que nous sommes en démocratie et que l'un dans l'autre, nous arrivons à respecter les fondamentaux. Oui, pour moi, cette question doit se poser, mais en arrière-plan. Le principe de ce que au moins 2 sièges permanents doivent être attribués aux États africains, à l'Afrique, si on veut, ce principe doit être acquis. Et je pense, une fois que cela est acquis, on peut se poser les questions de savoir quels sont les mécanismes de désignation de ces États-là. Donc c'est une question qui vient après, mais l'Afrique, il y a des pays, il y a des dirigeants, il y a des Africains qui sont à même de faire ce que les Chinois, les Français, les Russes, les Américains font. Ça, je n'en ai pas du tout. Et je pense que c'est un peu ce que disait le président Zuma, en se disant,
quelque part, nous sommes encore des colonies, quelque part, on nous considère comme en 1946, parce que l'Afrique n'a pas gagné une guerre, parce que l'Afrique, il n'y avait pas autant d'États, il y avait 2 ou 3 à peine États qui étaient indépendants en ces temps-là. Non, aujourd'hui, nous avons des États indépendants, aujourd'hui, nous avons des dirigeants, aujourd'hui, nous avons des hommes qui sont formés dans les mêmes écoles que ceux-là qui sont les dirigeants des pays membres du Conseil de sécurité, des pays permanents membres du Conseil de sécurité. Donc pour moi, c'est en 2 temps. Premièrement, c'est plus qu'une légitimité pour l'Afrique de prétendre à un siège permanent ou 2 sièges permanents. Et je crois que même c'est des revendications à minima. Vraiment. Les États-Unis ne représentent pas le continent américain. Les États-Unis, ils sont en leur nom. La France ne représente pas l'Europe. La France y va en son nom. La Chine ne représente pas l'Asie. La Chine y va en son nom. Et pour toute l'Afrique, c'est qu'en 4 États, on demande 2 sièges permanents de sécurité. Je ne crois pas que c'est trop demandé à la Terre. Je vais essayer un peu d'aller vraiment dans le même sens que Maître Badou en disant, voilà, on est franchement dans une question de droit, et je crois qu'il est mieux placé pour en parler, mais voilà, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment avoir un État africain au sein du Conseil de sécurité, parce que la question même de réforme du Conseil de sécurité se pose déjà. Et l'actuelle charte des Nations Unies, supposée être la charte que tous ces pays ont votée, puisqu'on en est 53 pour l'Afrique, donc on en a plus ou moins 56 pour l'Asie et Pacifique. Donc aujourd'hui, les orientations de ces 5 membres permanents qui veulent vraiment dire, nous sommes d'accord pour apporter donc un petit changement ou un élargissement donc, du Conseil de sécurité, vont plutôt dans le sens des pays comme le Brésil, l'Argentine, l'Inde et le Pakistan. Et ça me rappelle d'ailleurs l'ambassadeur Kamal du Pakistan qui faisait un discours, si je ne me trompe, ça devait être en 96, donc en 87, le 27 mars, en disant est-ce que l'augmentation du nombre de sièges permanents ne servirait toujours pas les intérêts de pays plus puissants au détriment de petits ou moyens pays, par exemple. Parce qu'on va tout monnaie désormais. On va désormais tourner, on se dit, bah, d'accord, nous avons un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, mais n'oublions pas que même pour qu'une décision du Conseil de sécurité de l'ONU soit adoptée, il y a vraiment des règles, il y a les 2 tiers à chaque fois, il y a le droit de veto qui est toujours un droit que je viens de dire, qui ne reflète plus aucune réalité du XXIe siècle, qu'il faudra revoir. On est sûr, on est d'accord qu'il est nécessaire qu'on parle de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais siège permanent pour les États africains. Voilà, du moins c'est ce qui permet aux gens de revendiquer cela. C'est le siège permanent qui permet aux gens de revendiquer, parce que les sièges non permanents sont pour 2 ans, et alors à moitié chemin, on est obligé de renouveler donc ces sièges non permanents dans lesquels les Africains, ils sont souvent le Nigeria et d'autres pays, le Tchad ou des pays. Vous auriez souhaité que les États africains fassent quel effort d'abord avant de pouvoir prétendre à ces sièges? Je ne pense Quel pas, aurait été votre souhait? Je ne pense pas qu'il faut faire un effort, comme le disait Maître Badou, avec 1 milliard de personnes, puisque dans même les clauses des Nations Unies, on disait clairement que les rédacteurs donc, de la Charte des Nations Unies en 1945 disaient que eh bien, les 5 membres permanents étaient donc les puissances qui ont gagné la guerre et les puissances qui étaient forts démocratiquement. Ça veut dire que c'est des pays comme la Chine, comme la France, mais bon, on se rappelle qu'en 1945, la France ne faisait pas 50 millions de personnes. Donc on voit bien qu'il y a un petit souci là, qu'on n'a pas spécialement envie de sortir au bout du jour. Donc forcément, je pense que le siège permanent reviendrait à l'Afrique, mais à chaque fois, on doit toujours se poser la question en tant que spécialiste de dire, mais, que ferait l'Afrique de ce siège permanent aujourd'hui? Vous ne trouvez pas? Du moins, pour l'instant, je ne vois pas vraiment d'effort. Et quand Jacob Zuma dit, oui, si l'Afrique était vraiment présente, ce qui s'est passé en Libye, que tous regrettent aujourd'hui, n'allait jamais se produire. Vous pensez que c'est des paroles en l'air? Ce n'est pas des paroles en l'air, mais souvenez-vous que George Bush a envahi l'Irak sans l'autorisation du Conseil de sécurité. Et on sait les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Voilà. Mais un peu plus de vigilance, donc, on apprend du passé pour pouvoir mieux apprécier le présent. Je ne pense pas comme ça, parce que je vais peut-être laisser M. Badou en placer une, parce que je sens qu'il est un peu... Oui, je pense qu'on est aujourd'hui en face d'une question beaucoup plus sensible que ce qu'on est en train de... Là, on rentre dans le Et l'Afrique n'est pas prête pour aller vers les choses trop sensibles. Non, on va pas dire ça. L'Afrique, elle est prête. Le droit de veto qu'on donne aujourd'hui à ces 5 pays, je pense qu'il y a forcément un sur les 53 pays africains qui peut valablement représenter l'Afrique et avoir ce droit de veto. Mais à nouveau, je veux dire, ce n'est pas le Conseil de sécurité qui nous aurait
permet, par exemple, de dire non à l'offensive, le drame de la Libye. Non. Quand vous allez dans d'autres régions du monde, ces pays ne sont pas membres permanents du Conseil de sécurité, mais ils assument leur identité, ils assument leur territoire. Commençons déjà par assumer notre territoire. Commençons déjà par, au sein même de l'Afrique, au sein de l'Union africaine, au sein d'organisations régionales, de l'UEMOA, par assumer la responsabilité du territoire, assumer la responsabilité de l'aérien, assumer une certaine autonomie, une certaine identité, avant de commencer par dire, écoutez, nous voulons défendre une Afrique dans le concert des nations, parce qu'il y a beaucoup d'autres pays qui nous dévancent sur ce sujet. Alors, Guino, c'est un peu embêté par rapport à cette doléance, un peu embêté, Maître Chalbalou. Non, je crois que dans l'ensemble, on se rejoint parce qu'il est d'avis qu'il faille ce concept. Mais pour moi, il y a deux débats qu'il faut. Il faut mener, pas de front. Avant d'y parvenir, je dirais déjà que pour le cas de la Libye, c'est une résolution du Conseil de sécurité qui a autorisé ce qui a été fait, même s'ils ont été au-delà de la résolution. Mais il y a eu un substrat juridique, la résolution des Nations Unies, qui a permis de faire ce qu'ils ont fait, en commençant par Benghazi et autres. L'Afrique qui serait que, et ce n'est pas certain, puisque la position de l'Union africaine, qui a été portée par le président Ping, était clairement de dire qu'il n'y avait pas nécessité à attaquer la Libye. Et aujourd'hui, tous ceux qui l'ont fait se mordent les doigts. Revenir au Conseil de sécurité. Le débat qui est mené est de dire, certes, vous pouvez y aller au Conseil de sécurité, mais il faut préalablement que des prérequis soient satisfaits par l'Afrique. Mais à ce rythme-là, à ce raisonnement, on n'y parviendra jamais. Parce que, souvenons-nous que la Chine, qui est aujourd'hui membre du Conseil de sécurité, n'était pas la Chine qui, à l'origine, était membre du Conseil de sécurité. Ce n'était pas la Chine continentale, c'était Taïwan qui était membre du Conseil de sécurité. Et quand la Chine continentale, aujourd'hui deuxième puissance économique, d'aucuns disent même première puissance économique, est devenue membre de ce Conseil de sécurité, elle ne remplissait aucune des conditions que vous voulez que l'Afrique remplisse aujourd'hui. Pourtant, elle a été membre du Conseil de sécurité avec droit de veto. Et moi je dis, réformons le Conseil de sécurité, soit. Mais si la réforme doit porter sur le fait que des pays doivent garder des droits de veto, et je vois mal une réforme qui va déposséder les États-Unis, la Russie, du droit de veto, je ne pense pas qu'une telle réforme puisse aboutir. Si le Conseil de sécurité, donc si on possède ce droit de veto-là, l'Afrique est en droit d'exiger d'avoir ce droit de veto. Quitte à ce que des questions de gouvernance soient réglées, soient gérées, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais ça ne doit pas être un préalable pour octroyer à l'Afrique le droit de veto, étant entendu. Regardons la crise des migrants. On les appelle réfugiés, migrants selon son bord politique. On n'est sûr de rien pour maîtriser son État, pour maîtriser ses frontières. Donc les questions ne sont pas tranchées. C'est un droit légitime et posons-le pour dire l'Afrique a droit à être membre, à participer au Conseil de sécurité avec droit de veto. À partir de ce moment-là, les Africains définiront eux-mêmes les conditions d'éligibilité de l'État. Il y a plusieurs propositions qui ont tourné. Est-ce que ceux qui seront membres, ça va tourner? Est-ce que c'est un État? Vous savez qu'il y a l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud qui estiment que naturellement ce droit-là leur revient et qui jouent le leadership là-dessus. Donc il y a ce débat qu'il faut mener. C'est pourquoi je dis, pour moi, je pose en principe que nous avons droit à participer au Conseil de sécurité en tant que membre permanent disposant du droit de veto. Si d'autres en ont, maintenant, si la réforme aboutit à ce que personne n'ait le droit de veto, et je ne pense pas qu'une telle réforme puisse aboutir, parce que le droit de veto est venu suppléer, vous l'aviez dit tantôt, au manquement qu'on avait constaté relativement à la Société des Nations. On ne va pas retomber dans ces lacunes. Donc, les réformes, l'élargissement, c'est en cours, il faut réfléchir, mais je pose en principe que l'Afrique a droit à au moins qu'il y ait deux de ses membres, de deux États africains qui participent au Conseil de sécurité en tant que membres permanents disposant du droit de veto. L'Afrique a droit, ils sont nombreux à le dire, même des chefs d'État, vous l'avez sifflé tout à l'heure, même Barack Obama l'a martelé. Avant lui, nous avons eu Nicolas Sarkozy, qui en 2005 a martelé pouvoir accompagner l'Afrique dans cet élan-là. Assez de promesses, mais juste là, ça continue de piétiner. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Je pense que un tout petit peu au-delà du débat au sein même des membres permanents,
on est en face de membres de 5 pays qui ont la puissance nucléaire. D'accord. Aujourd'hui, il y a d'autres pays, certainement, qu'on n'avoue pas, qui ont peut-être reçu la bombe atomique, comme le Pakistan, par exemple, qui d'ailleurs soutient l'idée d'une réforme du Conseil de sécurité, d'un élargissement du Conseil de sécurité. Donc, on va se retrouver en face on va dire, d'un État, si je prends bien, par exemple, le Pakistan, qui se dit, bah, puisque les 5 autres ont la bombe atomique et qu'ils sont membres permanents, et que le Pakistan est quand même un très grand pays, et qui est heureusement ou malheureusement dans une région où ils sont 56, donc qui dépasse encore l'Afrique, donc l'Asie-Pacifique. D'accord? Et donc ils peuvent se dire, nous pouvons revendiquer, par exemple avec l'Inde, aussi un droit de veto. Je crois que le droit de veto lié à la puissance nucléaire joue considérablement et fait considérablement peur à ces 5 États actuellement permanents, parce que rappelons-nous que l'actuelle configuration du Conseil de sécurité de l'ONU remonte à 1966. Et donc ça fait quand même un petit demi-siècle que ça dure. Donc on est sûr et certain qu'aujourd'hui, si on remonte la Charte des Nations Unies, qui dit expressément ce qu'on vient de dire en début, en disant que ben, voilà, on sera bientôt 1 milliard, et que la puissance démographique peut considérablement jouer pour qu'on puisse réclamer ce droit de veto et de membre permanent, eh bien oui, l'Afrique a tout à fait raison de revendiquer ce droit-là, c'est ce que j'ai dit en début. Maintenant, revendiquer le droit, d'accord, mais qu'en ferons-nous? C'est peut-être... je suis allé un peu plus vite dans le débat. Non, mais, oui, c'est vrai, oui. La question se posera et les Africains ont le devoir, sinon l'obligation, de s'y pencher. Mais Maître Charles Babou, comment comprendre que tous ont reconnu unanimement qu'il faut faire cet effort-là, accompagner l'Afrique par rapport à ces doléances qui sont tout à fait légitimes, mais en dehors des promesses, rien à se mettre sous la dent? Parce que la chose n'est pas aussi évidente. Beaucoup ont peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Ce n'est pas que l'Afrique qui réclame. Il a dit tout à l'heure, le Pakistan réclame. Et si le Pakistan réclame, l'Inde est derrière tout de suite pour maintenir l'équilibre dans la région. Et l'Inde est une puissance nucléaire également. Et derrière l'Inde, il y a le Japon qui dit, pourquoi moi, 2e ou 3e puissance mondiale, je ne serai pas membre du Conseil. Et ces raisons ne peuvent pas pousser à battre en brèche la doléance de l'Afrique? Non, c'est pour vous dire que ce n'est pas aussi évident. Il y a l'Allemagne qui revendique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, on modifie, on ouvre pour régler ponctuellement la question de l'Afrique et on ferme pour le reste. Non. C'est des négociations, c'est des ambitions, c'est des prétentions qu'il faut régler de manière globale. Et les puissances, malheureusement, oui, l'Afrique n'a pas de puissance, je suis d'avis avec vous. Ben, ces puissances-là ne s'accordent pas encore sur les modalités de la révision, les modalités, non seulement les modalités, mais le contenu et l'étendue de ces modifications-là. Et tant qu'ils ne s'entendront pas, ils ne prendront pas le risque. Donc la raison, elle est là. Le chemin reste encore long à parcourir? Ah, il y a encore du chemin. Alors, la participation de l'Afrique à la gouvernance politique, mais aussi à la gouvernance économique, Macky Sall déclarait, il y a du sens à lutter de manière plus vigoureuse contre les flux financiers illicites qui font perdre à l'Afrique entre 30 à 60 milliards de dollars par an, soit un préjudice supérieur au montant de l'aide publique au développement. Mais ça donne de la chair de poule. Non, c'est qu'il faut qu'on soit sérieux. Il exagère, lui? Il n'exagère pas, c'est que nos dirigeants doivent être sérieux. Je suis toujours surpris. Quand je voyage avec des dirigeants, vous êtes à l'étranger, ils savent tous ce qu'il faut faire. Mais ils ne le font pas. Ils savent tous que vous êtes ailleurs avec eux, c'est pas bon, c'est pas hic. Mais ils viennent au pays, ça devient quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand on passe la frontière, quand on descend à l'aéroport, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi je dis qu'il faut être sérieux. Ils savent ce qu'il faut faire. Nos dirigeants savent ce qu'il faut faire. Donc, pour moi, véritablement, c'est d'un vœu pieux qu'on relance tout le temps. Oui, paraît-il que, j'ai dit paraît-il, que l'essentiel de ce qui sort de l'Afrique suffirait largement à éponger les dettes de l'Afrique et à soutenir son développement. Mais qu'est-ce qu'on attend pour éviter que ça sorte de l'Afrique? Je vais vous poser la même question. Je pense que cette question, on se la pose presque tout le temps, tous les jours. Hein. On assiste aujourd'hui à ce qu'on peut appeler... Mais quand il y a un chef d'État qui le dit ouvertement comme ça, à une tribune comme celle-là, vous dites que c'est un gain ou bon, ça reste la parole en l'air. Il dit expressément ce qui se ressent depuis 1960. Depuis les indépendances, nous avons toujours dit la même chose. Enfin, certes, on n'était peut-être pas nés, mais c'est toujours le même refrain.
nos chefs d'État, on a l'impression, permettez-moi l'expression, qu'il y a un certain pillage intellectuel qui se résume à leur niveau. Comme disait M. Badou, quand ils sont à l'étranger, ils voient vraiment ce qui se passe. Ils vous disent tout, vous avez envie de leur dire merci pour un discours assez éloquent, mais dès lors qu'ils reviennent au pays, c'est tout à fait le contraire de ce qui se passe. Comment est-ce qu'ils veulent, par exemple, ressusciter une économie africaine, une économie régionale, pendant que dans la plupart des pays, plus de 50% de l'économie reste encore informelle? Je ne vois pas comment on peut faire développer, ne fût-ce que le flux financier dont on est en train de parler, quand on a plus de la moitié de l'économie nationale qui est informelle. Donc il y a de l'argent qui échappe même au contrôle de l'État. On ne va pas dire que l'État n'est pas au courant, mais l'État le voit très bien. Donc on est en face d'une situation qui se répète chaque fois. On est désormais dans un cycle, dans une répétition de cet art qui ne font que nous retarder finalement pour le fameux développement dont on parle. Quand on prend le cas du Bénin, on est à 75% en économie informelle. Donc vous imaginez 75% du flux financier qui échappe au contrôle de l'État. L'État l'a voulu. Je pense que quand l'État ne prend pas ses responsabilités, c'est que c'est volontaire. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ils ne peuvent pas nous dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Je vais vous donner un exemple tout de suite par rapport au flux financier des Africains de la diaspora. C'est la même chose. Ce flux financier annuel dépasse largement la dette publique de l'Afrique. Rien que l'argent que les Africains envoient à leur famille et machin. Si on peut dire et comme comment ça. n'arrive-t-on pas à capitaliser tout ceci? Parce qu'il n'y a pas de politique réelle d'accompagnement. Ces sous qui sont Ça envoyés. arrange les chefs de croiser les bras, de regarder faire, pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent? Je pense que les décisions sont connues. L'État ne prend pas ses responsabilités. Nos États sont des États qui jouent la politique de la chaise vide, il faut le dire. Et que quand vous avez un pays, un État démocratique, un État gouverné avec un exécutif, un État stable politiquement, comme on peut qualifier le Bénin, et que depuis 60 ans, on a toujours une économie à 75% informelle, ça veut dire qu'il y a un réel problème. Donc il y a un gros souci de gestion. Les chefs d'État, en somme, doivent regarder plutôt leur copie. Absolument. Il faut revoir cette copie. Mais Maître Charles Badou, Jacob Zuma a été tout particulier. C'était pratiquement réquisitoire son intervention à la tribune officielle. Il a fait savoir que c'est vrai, on peut accuser les chefs d'État de tous les noms, mais que la volonté ne manque pas. Pour autant, la réalité, d'après lui, c'est qu'en dessous, il y a ceux-là, soi-disant puissance, qui toujours en sont là, attirés en bas les pieds de ces chefs d'État qui veulent s'épanouir. Vous le comprenez, ou juste pour calmer ce qui se passe chez lui? Bon, je dis que c'est comme au niveau interne, à l'international, tout est question de rapport de force. C'est des questions de rapport de force. Si vous ne vous présentez pas préparé, écoutez, ceux qui sont préparés l'emporteront. Regardez, on dit conférence sur le climat en France prochainement. Les pays européens, les pays occidentaux ont des équipes qui préparent cette conférence-là depuis. Vous verrez que les délégations africaines, c'est peut-être 2 ou 3 personnes qu'on enverra, qui ont peut-être 1 ou 2 semaines pour préparer. À ce niveau-là, ils auront quoi à dire sur le climat. Est-ce que l'Union africaine se préoccupe de ces questions-là, met en place des structures, des organes, des services pour réfléchir et protéger l'intérêt de l'Afrique? Est-ce que, à côté de l'Union africaine, tout ce qu'on a, c'est pour dire que si on n'est pas préparé, si on va à la table de négociation sans l'expertise ou la préparation nécessaire, c'est normal que ceux qui sont plus préparés ou qui sont plus aiguisés que nous le font. Je ne nie pas et je ne dénie pas le fait que ces puissances-là cherchent à protéger leur intérêt, ce qui revient à dire que oui, si leur intérêt est que l'Afrique soit dans l'état où elle est aujourd'hui, ils feront tout pour maintenir l'Afrique dans l'état où elle est aujourd'hui. Mais pour moi, c'est une excuse trop facile de dire que la faute ne revient qu'aux autres. Si nous avions pu déterminer que nos difficultés viennent des puissances étrangères, que faisons-nous pour renverser la tendance? Et c'est là la question. Et je vois que le dire, on le dit il y a trop longtemps pour que le dire puisse donner ou céder la place au faire. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de manière pratique? Surtout lorsqu'on est président de l'Afrique du Sud, quand même un pays puissant qui a été pendant longtemps première puissance économique du continent et qui aujourd'hui cède le pas avec tout ce qu'il y a comme crise, tout ce qu'il y a comme distorsion au niveau social. On ne va pas dire que c'est les pays étrangers ou les puissances étrangères qui empêchent qu'ils puissent avoir un certain nombre de choses, qui font que pour réfectionner sa résidence privée, on a dépensé plusieurs millions d'euros. Donc c'est pour moi une des questions de gouvernance, c'est pour moi des questions de volonté politique qui doivent primer sur des jérémiades. Puisque pour moi,
60-70, on peut le dire, mais si on répète la même chose en 2015, ça pour moi, c'est des jérémiades. Il faut qu'on aille au fond, il faut que l'action puisse suivre et que les pays africains, conscients de ce qu'ils sont sous la coupe des puissances étrangères, puissent prendre leur destin en main. Il faut aller au fond pour permettre à cette Afrique d'émerger, mais en attendant, il faut tous ensemble faire bloc pour que la doléance quant au siège permanent soit une réalité, n'est-ce pas? Je pense que la doléance, elle est légitime. Ça, on a tous les deux dit sur ce plateau. Et elle est d'autant plus légitime que la plupart des chefs d'État l'ont soulevée depuis longtemps. Donc maintenant, cette doléance, pour qu'elle soit une réalité, c'est toute une procédure. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est du travail. On se rappelle encore de l'article 108 et de l'article 109 de la Charte des Nations Unies, qui stipule clairement les conditions, par exemple, pour réformer le Conseil de sécurité. Et à nouveau, même pour réformer le Conseil de sécurité, on assiste toujours encore à un rapport de force. Par exemple, si, on va dire, la réforme du Conseil de sécurité, elle est possible que seulement sur 2 niveaux, par exemple. Le premier niveau, c'est qu'on peut réformer la Charte des Nations Unies avec des dispositions particulières. Donc, réformer, par exemple, des articles de la Charte. Et la deuxième disposition, c'est réformer l'intégralité du texte de la Charte. Dans les 2 cas, l'Assemblée doit être toujours convoquée par les 2/3 des membres de l'Assemblée générale. Et puis, après, pour ratifier justement ce changement, les 2/3 des membres de l'Assemblée générale doivent avoir donné leur accord, y compris les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Le chemin est suffisamment long. Si, par exemple, je donne un exemple, la France, par exemple, dit non, eh bien, tout le travail qui a été fait jusqu'à la ratification sera nul. Et dans le deuxième sens, pour réformer encore l'intégralité du texte, c'est toujours la même chose. Donc nous assisterons toujours à ce rapport de force traîné depuis 1945, au lendemain de la création des Nations Unies, où les 5 membres permanents auront toujours leur mot à dire, même quand il s'agira d'inclure des nouveaux membres permanents. Il suffit simplement qu'un membre permanent ne donne pas son accord et que le travail de ratification soit tombé à l'eau. Donc ici, nous devons travailler à un élargissement, peut-être d'abord, du Conseil de sécurité. Au lieu d'en avoir 5, peut-être à en avoir 8. 2 pour l'Afrique, 2 pour l'Asie-Pacifique. Retirer quand même une place à l'Europe, parce que l'Europe fait 46, 47, et ils en ont quoi? Ils en ont 3 si on compte la Russie. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, oui, le droit de veto des 5 membres permanents du Conseil, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, un handicap pour la doléance des pays africains. Ce sera le sujet à débat dans un autre numéro de votre émission. Angle de vue, mais en attendant, ce sera tout pour la première partie de cette émission. Nous abordons à présent notre deuxième débat du jour qui porte sur le démantèlement du RSP. Après maintes contestations, le régiment de sécurité présidentielle est finalement dissous. Les putschistes, après des heures de résistance, ont tous été désarmés et le chef de file, le général Diendéré, désormais aux mains des autorités. Démantèlement du RSP, les germes du coup d'État anéantis à jamais au Burkina Faso. Le débat, c'est juste après ce générique. Cette émission se poursuit avec Kinos Dossou et Maître Charles Badou. Avant de leur donner à nouveau la parole, je les invite à suivre la substance de la déclaration du président Michel Kafando au lendemain de l'assaut mené par l'armée loyaliste contre la caserne des Est-putschistes. À votre attention, s'il vous plaît. Alors que certains de la communauté internationale songeaient déjà à l'envoi d'une force tampon, ce que nous avons naturellement refusé, c'est par nous-mêmes que le salut est venu. L'honneur est sauf pour notre vaillante armée nationale, qui a recouvré la plénitude de sa raison d'être. Plus de RSP pour l'humilier à toute épreuve, plus de RSP arrogant et dominateur. Honneur à cette armée nationale, qui a réussi la prouesse tenant le miracle de mettre fin à la rébellion sans perte en vie humaine, ni du côté des loyalistes, ni du côté des insoumis. Kinos Dossou, votre réaction?
Je pense que le président par intérim du Burkina a simplement résumé la fin du putsch, on va dire, la fin du coup d'État manqué. Ce qui veut dire que nous sommes revenus à nouveau dans un pays des hommes intègres plus ou moins calme, après, on va dire, quelques semaines où on a failli craindre le pire. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on ferait du général putschiste. Ça, c'est la question que moi, je me pose actuellement. Et vous trouvez quelle réponse? La réponse, elle ne va pas être directe. Elle sera, en fait, une réponse ouverte. C'est que, pour l'instant, il est aux mains des autorités. C'est déjà très bien. Parce qu'il fut quelques jours où nous avons craint qu'il ne se rendrait pas. Et alors, à ce moment-là, pour ceux qui sont toujours restés en Afrique il y a quelques années, se rappelleraient de l'histoire de la Côte d'Ivoire avec le commando invisible. Bon, ça n'a pas été la Ça n'a même pas chose. été le cas. Mais avec l'encerclement donc du quartier général, on a un tout petit peu pensé que ça pourrait être le cas, puisque c'est exactement le même scénario, hein, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc pour l'instant, je me dis, si je regarde le discours du président Kafando, qui parle de RSP dominateur, insoumis, je suis sûr qu'il parle quand même d'un RSP qui fait partie de l'armée burkinabé. On est d'accord là-dessus. Donc, est-ce que de tels discours n'attisent pas encore le feu? Est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir un discours un peu plus modéré? On peut comprendre sa gêne en ayant été otage pour quelques jours, mais à ce niveau où... Et ça peut impacter ce discours-là, le sort du général Diendéré? Absolument. Le sort du général pourrait encore impacter sur les prochains jours au Burkina Faso, parce que pour l'instant, c'est un homme politique, il n'est plus un général maintenant. Tout à fait, Maître Charles Badou. Alors que certains de la communauté internationale songeaient déjà à l'envoi d'une force tampon, c'est Michel Kafando qui parle. Ce que nous avons naturellement refusé, c'est pas nous-mêmes que le salut est venu. L'honneur est sain et sauf pour notre vaillante armée nationale qui a retrouvé la plénitude de sa raison d'être. Plus de RSP pour l'humilier à toute épreuve, plus de RSP arrogant et dominateur. Maître Charles Badou. Oui, ça veut dire qu'à un moment donné, RSP a été arrogant et dominateur. Non, moi, le constat que je fais tout de suite, ça veut dire que le RSP était en vérité qu'un tigre en papier. Vraiment? Le RSP n'était pas aussi fort qu'on le pensait, ou que je le pensais. Ou bien le général a été induit en erreur. On a entendu dire qu'il n'avait pas en tête d'aller à ce putsch-là qu'on l'y a contraint. Il a fait une déclaration comme ça à les jeunes qui lui ont dit, monsieur le général, nous pouvons vous aider. Mais il a quand même fallu l'intervention de l'armée nationale depuis les provinces et les campagnes pour qu'il puisse se rendre. Donc il ne peut pas dire clairement. Voilà. En plus de cela, c'est que les rapports de force se sont inversés. Pour moi, la solution à cette crise, c'est que les rapports de force se sont inversés. Ce n'est pas une force tampon ou pas. L'armée qui est dite nationale s'est déployée et à un moment donné, RSP ou pas, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas en position de force. Souvenons-nous qu'au lendemain, ou au terme de la médiation Macky Sall et du président Yahya Boni, les lignes étaient claires et c'est le RSP avec son putsch qui l'emportait. Toutes ces revendications ont été satisfaites. Pour qu'il y ait rapport, c'est-à-dire pour qu'il y ait inversion du rapport de force, il a fallu que l'armée se déploie. Et c'est à partir du moment, à ce moment-là, que le RSP a commencé par perdre pied. Et qu'au niveau des chefs d'État, de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, ils n'ont pas été en mesure de prendre une autre décision que de dire on réinstalle Kafando. Donc, pour moi, si la RSP est aussi puissante qu'on le dit, déjà l'armée nationale n'allait pas se déployer comme elle s'est déployée, connaissant les rapports de force. Et à un moment donné, les irréductibles qui se sont regroupés ou retrouvés dans le camp du RSP, l'assaut n'a duré que 2 heures, il n'y a pas eu de mort d'homme. Donc déjà, est-ce qu'il y avait la motivation nécessaire pour se battre? Ensuite, est-ce que le RSP était aussi puissante qu'on le tout ça, pensait? ne s'agit-il pas d'un général qui a mal apprécié la situation? On sait qu'entre l'armée loyaliste et le RSP, ça n'a jamais été la lune de miel. Et faire un coup comme celui-là, ne fallait-il pas prendre d'avance le pôle de la troupe avant de s'engager? Déjà, il ne fallait pas faire un push comme celui-là. C'est par là qu'il y a le mal. C'est pas qu'il faut le faire, il faut mieux le faire, c'est qu'il ne faut pas le faire. Il faut rester dans les règles, il faut rester dans le régime démocratique. Et ce régime-là a ses règles. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous le faites sentir par les urnes.
Et ce qu'il faut tirer, donc, la première leçon, en plus de ce que le RSP n'était certainement pas aussi puissante qu'on le pensait, la deuxième leçon, c'est la réaction de la population, de la société civile. Donc, c'est des leçons qui sont données à nous tous pour dire, il ne faut pas qu'il y ait ces aventuriers-là. Laissons le jeu politique se déployer comme il doit être déployé. Et sentant les choses lui échapper, le général Diendéré a cherché refuge dans le domicile du nonce apostolique. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas autre abri? J'ai entendu dire que c'est un catholique fervent. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a une certaine proximité. Peut-être aussi que le pays des hommes intègres étant un pays catholique à une certaine... Je ne peux pas catégoriser, je ne peux pas vous dire à quelle proportion ils le sont, mais je sais qu'il y a beaucoup de catholiques. Beaucoup de militaires hésiteraient à attaquer ou à s'en prendre à l'annonciature. Donc c'était bien pensé. Je crois que c'était plutôt bien pensé de se réfugier à l'annonciature. Et il est dit qu'en se réfugiant à l'annonciature, il négociait plutôt les conditions de sortie pour sa personne et pour sa famille. Vous voyez, il ne pensait qu'à lui et à sa famille. Et tous ceux qui l'ont embarqué dans l'aventure. À un moment donné, c'est clair qu'à un moment donné, vous devriez penser à votre tête. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour l'instant parce qu'il a compris qu'il n'était plus du tout en position de force. Et comme Maître Balou vient de le dire, quand vous êtes militaire ou même quand vous êtes mercenaire ou tortionnaire, on a plus du mal à attaquer directement des effets religieux. Souvenez-vous que le général Gueye en Côte d'Ivoire allait s'enfuir exactement aussi dans un même scénario. Et puis, bon, il n'a pas pu atteindre avant d'être assassiné. Donc ici, le général perdant a compris qu'il fallait sauver simplement sa peau. Et alors, à ce moment-là, on se pose la question de savoir réellement est-ce qu'il avait envie de faire ce putsch? Est-ce qu'il s'était mûri? Et on retourne encore en arrière par rapport au débat précédent en se disant, mais quand vous n'êtes pas préparé, autant ne pas y aller. Vraiment. Autant ne pas y aller, parce qu'il y a des gens qui se sont préparés avant vous. Et ça se constate. Et pire, dans un pays gouverné pendant 27 ans par Blaise Compaoré, et bien avant lui, avec l'histoire Sankara, on n'est plus dans un pays stable, assez stable pour improviser, mais ça c'est un putsch improvisé. Alors l'arrestation de Diendéré sonne-t-il, à votre avis, le glas d'un système Compaoré, enterré à jamais? C'est compliqué et difficile. Je ne suis pas un spécialiste du Burkina Faso, mais je pense qu'il serait préférable d'enterrer l'histoire Compaoré, pour l'instant. Mais on est tous d'accord que Blaise Compaoré a encore beaucoup de fantômes qui trônent au-dessus du Burkina Faso. Certainement parce que c'est un pays des hommes intègres. Mais il est clair qu'aujourd'hui, pour permettre à ce pays de pouvoir avancer, pour reprendre sa place dans le concert des nations, il est clair qu'on doit laisser le jeu démocratique se jouer. On doit laisser le président par intérim qui fait son travail. On ne va pas juger le travail qui se fait, mais qui est là en tant que premier homme du pays, faire son boulot. Ce putsch était non avenu, ce putsch était inopportun. Et on se pose bien la question de savoir quels sont les objectifs poursuivis par Diendéré avant le putsch. On aimerait bien se poser la question de savoir est-ce qu'il y a des mains cachées en dessous qui pilotent ce putsch-là. Donc voilà, c'est des questions qu'il faut se poser maintenant. Et donc son arrestation, pour moi, est plus qu'opportune. C'est plus qu'opportune, oui. Mais en entendant, l'homme est prêt à faire face à la justice de son pays. Alors, Diendéré, devant la justice burkinabé, voyez-vous des secrets d'État au dehors? Parce que l'homme a un parcours vraiment unique. Avant de répondre à cette question, je reviens sur la question précédente, qui est de savoir si RSP est définitivement enterré ou s'il n'y aura pas de possibilité de coup d'État, de nouveaux coups d'État au Burkina. Je crois qu'il faut se garder de croire que tout ce qui s'est fait en 27 ans peut être balayé du revers de la main en 1 an ou en 9 mois de transition. Donc, on doit être très prudent. Le système Compaoré est là. Ceux qui y ont participé sont là. Parce qu'on ne voit que ceux qui sont les plus organisés et qui manifestent. On ne va pas me dire que c'est le million de Burkinabés qui est dans la rue. C'est certains qui sont éveillés et tout. Et tout le reste silencieux derrière. On n'en sait rien. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui regrettent Blaise Compaoré. Donc, c'est dans l'attitude des dirigeants. Ne pas être dans une attitude vindicative. Nous avions gagné, nous sommes les vainqueurs et nous allons chasser, nous allons procéder à la chasse aux sorcières. S'ils commencent, et ils le font ainsi, ils vont ressusciter et maintenir le système Compaoré jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit à même de l'incarner efficacement. Et le Moro Naba, qui est le chef Moussi, l'a compris.
en appelant à la clémence, en appelant à la clairvoyance. Donc c'est cela. Et la seconde question, est-ce que des secrets seront dehors, des secrets d'État? L'homme a participé à tous les coups, on dit de lui le bras droit même de la France, des États-Unis, il aurait participé à plein d'opérations. Est-ce que les secrets seront dehors? C'est le procès qu'il dira. Mais étant militaire, général, homme de l'homme, parce qu'il a été homme de l'homme pendant longtemps, je me dis, sans avoir de certitude, qu'il saura ce qu'il faut livrer, ce qu'il faut dire, parce que pour sa propre sécurité, et s'il a des cartes, s'il doit avoir toutes les cartes en main, il ne peut pas tout dire. Absolument pas. Donc, il aura des choses à dire publiquement, il y aura d'autres qui ne diront pas, ne serait-ce que pour lui-même. Derrière les barreaux d'Ibril Bassolé aussi, l'ancien ministre des Affaires étrangères, est désormais, sinon sous peu, aux mains de la justice. Déjà, donc un cri à la chasse aux sorcières. Qu'est-ce qui peut justifier? Officiellement, on ne nous dit pas davantage sur cette arrestation, mais comment l'appréciez-vous? J'espère qu'il y a des charges précises contre le général Bassolé pour qu'on aille le chercher. Sinon, ce participerait à la chasse aux sorcières que je demandais tout à l'heure de ne pas suivre cette voie-là. J'espère, puisqu'ils n'ont pas communiqué là-dessus, qu'il y a des charges suffisantes contre le général. Mais ce que je fustige quand même, puisque l'avocat du général a dit qu'au jour d'aujourd'hui, il a déjà du mal à le contacter et il ne sait pas pourquoi. Et donc, si ces arrestations ne sont pas faites dans les règles de l'art, ça veut dire qu'il y a de l'arbitraire et de l'abus qu'il faut dénoncer. Oui, il faut dénoncer, mais à la dernière minute, nous apprendons ce matin, l'avocat est parvenu à rencontrer son client. Que souhaitez-vous pour le Burkina Faso de demain? Je crois que le Burkina Faso demain a l'obligation de reprendre la place qui est la sienne, déjà au sein de la région ouest-africaine et dans le concert des nations. Il est plus qu'opportun pour nous aujourd'hui, Africains, de pouvoir tout au moins présumer d'une stabilité de la région. Pendant que d'autres parties du monde sont en train d'œuvrer, on a parlé tout à l'heure de réchauffement climatique, on a parlé de migrants. Donc il y a aujourd'hui des questions qui sont plus brûlantes et qui sont expresses à traiter que de parler de coup d'État manqué. Chaque fois qu'il ramène le pays en quelque sorte, on va dire, dans un passé très récent. Donc je pense que le Burkina a intérêt, et les Burkinabés ont intérêt d'asseoir aujourd'hui une démocratie exemplaire, comme certains pays de la région, et de pouvoir reprendre la place qui est la leur. Blaise Compaoré, c'est terminé. Et puis, quel est le Burkina Faso que nous avons envie demain? Quel est l'avenir qu'on peut prétendre pour les Burkinabés aujourd'hui? Voilà la question qui doit trottiner dans la tête de tout Burkinabé, d'ailleurs de tout Africain, pour que l'histoire du Burkina Faso ne se répète pas ailleurs, justement. Une gestion et une démocratie exemplaire, c'est tout le bien qu'on peut souhaiter au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir des crachats sur le visage. Ce sera tout pour le numéro de votre émission Angle de Vue. Donc ce numéro s'achève ainsi sur ce proverbe africain. Merci à vous pour la fidélité. Bonne suite de programme.